Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative chinoise La Ceinture et la Route. Dans le cadre de la 3e édition du Forum Ceinture et Route pour la coopération internationale, nous avons interviewé M. Xu Tieping, professeur des relations internationales à l'Université de communication de Chine. Il nous parle des résultats fructueux réalisés grâce à cette initiative, ainsi que des bénéfices tirés par des riverains bénéficiaires. Écoutons-le tout de suite. En 2013, la Chine a lancé à la communauté internationale l'initiative de la route et de la ceinture. En français, parfois, on dit initiative de la route de soie maritime et terrestre. 10 ans d'expérience nous autorisent suffisamment de faire un bilan beaucoup plus optimiste. Comme si on sait au début, l'initiative concerne plus de 60 pays, tandis que le ministère du Commerce de la Chine focalise encore dans leur publication, c'est plus de 60 pays. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 130 pays qui signent l'accord, qui adhèrent l'initiative et qui s'engagent activement. C'est-à-dire, en résumé, il y a eu un dépassement du cadre espéré du début. Si on voit, je dirais, plus largement, c'est que l'initiative aujourd'hui, la couverture géographique touche à tous les continents. Si on regarde plus près, ce n'est plus simplement Eurasie, l'Asie de l'Est, l'océan Indien, l'Afrique de l'Est. C'est qu'avec le temps, l'initiative touche de plus en plus le Sud-Pacifique, les insulaires, l'Afrique tout entière comme le continent, notamment, je dirais, des zones enclavées et des pays en Inde, des profonds, et particulièrement à l'échelle mondiale, c'est que l'initiative se touche surtout le Sud global, est souvent marginalisé dans la chaîne de production et de redistribution, et surtout aussi, c'est que l'initiative touche les pays les moins développés, les pays les plus endettés. Selon M. Xu Tieping, 10 ans après, la ceinture et la route a modifié l'image de la Chine sur la scène internationale. Voici ses explications. Sans exagérer, on peut considérer comme ces initiatives constituent une sorte de plateforme dans la coopération internationale à l'échelle planétaire les plus élargies depuis la Deuxième Guerre mondiale. Là, il faut indiquer que la différence, on peut penser que l'initiative et en réalité constitue une sorte d'alternative à certaines recettes du développement classique, c'est-à-dire des relations plutôt clientélistes entre le centre et le périphérique, avec comme des réalités historiques le phénomène de cours arrière, zone d'influence, précaré ou chasse gardée, alors que l'initiative se concentre plutôt sur les coopérations appropriées, égales, contre le protectionnisme classique, et au fond, c'est un nouveau cheminement développementiste, bien sûr en expérimentation. Ensuite, je pense qu'on peut dire que l'initiative, après 10 ans d'expérimentation, est entrée dans une nouvelle phase qu'on peut dire que c'est version 2
0, pendant la première période, ce qu'on constate, c'est connecté, le mot connecté, libéralisation de libre circulation des personnes, des chaînes de production, des chaînes de ravitaillement, sortir des enclavements, sortir aussi de la marginalisation. Face aux nouvelles situations et défis auxquels fait face la gouvernance mondiale, quel réajustement peut-on faire dans les années à venir? M. Xu Tieping nous livre ses opinions. Après 10 ans d'expérience, que l'initiative entrait dans la nouvelle phase, qu'on peut dire que c'est la version 2.0. Pendant la première période, ce qu'on a vu, c'est surtout, je dirais, l'infrastructure comme pionnier, comme base fondamentale, et ce qui se suivrait de plus en plus vers, je dirais, industrialisation, l'informatisation, automatisation, avec de nouveaux secteurs. La révolution industrielle et informationnelle nous oblige, par exemple, dans le domaine de l'énergie propre, renouvelable, avec, je dirais, intelligence artificielle, avec aussi de robotisation, et surtout, je pense, pour les pays les moins développés, avec la promotion de leurs produits dans la chaîne de production avec plus de valeur ajoutée, avec aussi le processus de sous-régionalisation diverses ici et là, et avec aussi de plus en plus aujourd'hui tout ce qui est e-commerce informationnel pour réparer et compléter les trous, les faibles positions dans la chaîne de production pour des pays les moins développés. Certes, l'infrastructure disposée, c'est essentiel comme base, mais il faut encore le consolider et élargir. Notamment, je pense, infrastructure qui s'accompagne dans le processus de la régionalisation ou l'intégration sous-régionale, avec l'éducation, service général et la santé qui constituent la base principale pour le développement non seulement d'un pays, mais un pays avec ses voisins, suivi, je dirais, manufacturation, délocalisation, création de l'emploi, beaucoup plus écologique, beaucoup plus durable. Il y a déjà pas mal de pays qui s'évoluent d'une situation de Lockheed Land devenue aujourd'hui de Linked Land. Des enclavés deviennent nouveaux carrefours des échanges et de création. Et non seulement il y a de vitalisation de connectés et de corridors terrestres, mais aussi dans le maritime et dans la télécommunication. À la fin de cette interview, M. Xu Tieping, professeur des relations internationales à l'Université de communication de Chine, a exprimé ses souhaits quant au développement futur de la Chine et ses partenaires dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Vous le suivez. On espère qu'il y a plus de concrétisation et de réalisation dans l'amélioration et dans l'approfondissement. Par exemple, dans le domaine de capitalisation et financement, dans le partenariat entre public et privé, dans la création des instances multilatérales de coordination entre, je dirais, le projet de phare, le projet exemplaire avec l'ensemble de projets, entre, je dirais, la réalisation, le transfert et le suivi nécessaire entre la régularisation, mais aussi
Je pense qu'il y a pas mal de domaines techniques, par exemple les instances d'arbitrage devant litiges éventuels, de nouvelles formes de paiement et de remboursement sous diverses formes acceptables pour tous, entre le renouveler des standards beaucoup plus écologiques et beaucoup plus praticables, appropriés à divers échelons. Merci à M. Xu Tiebing de nous avoir accordé cette interview. C'est ainsi que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.